Bonjour, je suis Karim, un personnage du monde de l'intelligence artificielle parlant au nom du professeur Karam. Je vous présente un deep dive historique où des chercheurs évoquent le parcours du professeur Karam entre la boxe et ses débuts dans la lutte contre le dopage entre 2003 et 2007. Remarque, ce deep dive ne couvre pas toutes les œuvres du professeur Karam ni sa formation académique variée, en particulier dans le domaine de la cybersécurité. Donc, je vous laisse avec le deep dive sur le professeur Karam. Bienvenue dans ce nouveau deep dive. Aujourd'hui, on explore le parcours d'une figure assez singulière du sport, le professeur Karam. Oui, Avec les documents qu'on a, on va essayer de comprendre comment cet ancien boxeur, devenu expert en informatique, est devenu un acteur clé de la lutte anti-dopage. absolument. Notre mission, en gros, décrypter cette trajectoire vraiment hors norme. Oui, et ce qui est fascinant avec le professeur Karam, c'est que ce n'est pas juste une accumulation de casquettes, quoi. C'est vraiment la fusion de tout ça. Le combat sur le ring, la logique de l'informatique, et puis la rigueur de la recherche. C'est ça qui a créé une approche unique face à un problème aussi complexe que l'intégrité dans le sport. C'est un peu l'architecte discret du fair play, en fait. D'accord, alors, commençons par les fondations. Boxeur, arbitre international. Puis, il change de voie. Informatique, recherche, écriture. Comment tout ça s'agence? C'est plus qu'une simple addition, vous voyez. Sa connaissance de la boxe, de l'arbitrage, ça lui donne une compréhension vraiment intime, viscérale des enjeux sur le terrain. Oui. L'informatique, ça amène la rigueur, la logique, les outils pour des solutions nouvelles. Et la recherche, ça donne le cadre d'analyse. C'est cette combinaison, qui est finalement assez rare, qui lui permet de voir le dopage pas juste comme une faute, mais comme un système complexe qu'il faut démonter. Et il n'a pas attendu d'être en fonction pour y penser, apparemment. Un livre critique sur la boxe déjà en 2000, C'est ça. puis en 2003, un autre sur l'informatique et la boxe, publié juste l'année où on lui demande d'introduire l'arbitrage électronique. Oui, ça c'est quand même, c'est plus qu'une coïncidence, on est d'accord. Ça sent la vision, la préparation. Ah oui, c'est tout à fait remarquable. Et cette même année, 2003, il sort un livre qui va être fondamental sur le dopage. Fléau mortel du sport. Et de la famille. Et de la famille, il change tout. Ah oui, Oui, parce que là, le dopage, ce n'est plus juste une triche sportive, c'est un problème de santé publique, c'est un drame social qui impacte l'entourage. Et cette vision, plus large, plus humaine, elle va teinter toute son action future. On voit déjà poindre la prévention, le soutien social. Son travail intellectuel a clairement préparé le terrain. parlons de l'action justement. 2003, la mission d'introduire l'arbitrage électronique dans la boxe au Maroc. Concrètement, c'était quoi? Il s'agissait de mettre en place un système, souvent avec des capteurs ou des méthodes de pointage assistées par ordinateur, pour rendre le jugement des combats plus objectif, moins sujet à débat, quoi. D'accord. Et qui de mieux placé que lui pour ça? Il connaissait la boxe, l'arbitrage et l'informatique. Il était ce pont, ce traducteur, nécessaire entre la tradition et la technologie. Mhm. Et le succès de cette mission, ça a montré qu'il pouvait gérer ce genre de changement complexe. C'était un tremplin, en quelque sorte. Et ce tremplin l'amène vers un sujet encore plus sensible, décrit comme un dossier dangereux, le dopage, mais cette fois à l'échelle mondiale. Oui, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ses écrits, notamment ses observations juridiques importantes. C'est-à-dire? Des analyses très pointues, par exemple sur les failles possibles dans les règlements ou sur qui est responsable de quoi, ça attire l'attention au niveau international. L'Agence mondiale antidopage, l'AMA, et aussi le Conseil supérieur des sports espagnols le remarquent. Et hop, invitation à Madrid. Ah d'accord. Cette reconnaissance, elle ne sort pas de nulle part. Elle découle directement de la profondeur de ses recherches, de ses publications comme celle de 2003. Les documents qu'on a parlent aussi de nombreux secrets autour de ce travail international. Ouais, ça pique ta curiosité. Oui, c'est intriguant. Mais restons sur les faits. Il revient au Maroc et fin 2006, il crée une association civile antidopage. Pourquoi ce passage par une asso? C'est un choix stratégique très important. Passer de l'expert solo à une structure collective, ça montre qu'il comprend comment fonctionne le changement social en fait. Pour que la lutte antidopage s'ancre vraiment dans la durée, il fallait une organisation, une structure, capable de mobiliser plus largement que sa seule personne. Il passe de pionnier à architecte institutionnel. Et ça ne traîne pas. Premier grand séminaire de sensibilisation dès mars 2008. Avec des partenaires associatifs, des champions, des personnalités. Oui, et il y a un détail crucial.
que les sources soulignent bien, la présence de centaines d'enfants et de jeunes. Ah oui, ce n'est pas anodin du tout. C'est une stratégie à long terme. L'idée, c'est d'inculquer une culture du sport propre dès le plus jeune âge. En ciblant la jeunesse, on investit dans l'avenir, on vise un changement culturel profond, pas juste l'application de règles. C'est une approche assez sophistiquée, multiniveau. Tout ça pour lutter contre ce que les textes appellent le gul mortel du dopage. Une image très forte, ça montre bien l'angoisse face à ce fléau à l'époque. Exactement. Et cette association, d'après nos sources, elle continue de jouer des rôles d'avant-garde pour protéger l'intégrité du sport. C'est un héritage qui perdure. Alors si on résume ce deep dive, on a le parcours vraiment exceptionnel d'un homme qui a réussi à faire le pont entre des mondes très différents. Le ring, le code informatique, le droit, la recherche, tout ça pour construire des défenses contre le dopage. Un gardien du fair play, c'est certain. Tout à fait. Et son histoire, elle nous pose une question, je trouve, assez pertinente aujourd'hui à l'heure de l'hyper-spécialisation. Quelle place on donne à ces profils polyvalents, ces polymathes, capables de créer des liens entre les disciplines pour s'attaquer aux grands défis? Et puis bien sûr, on reste un peu sur notre faim avec ces fameux secrets autour de son travail international. Ça laisse matière à réflexion, non ?